Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi Blanquer toujours à l'épreuve du Sénat. L'examen en séance se poursuit cet après-midi. Hier, à l'ouverture des débats, le ton est monté sur la question de l'exemplarité et de la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme. Les réactions à suivre. La lutte contre la désertification médicale au cœur d'un déplacement de la Commission de l'aménagement du territoire. Les sénateurs se sont rendus dans le Doubs, une zone sous-dotée. Vous allez le voir, les mesures incitatives ne suffisent plus à faire venir les médecins. Reportage et débat. La bataille pour la reconstruction de Notre-Dame, bientôt dans l'hémicycle du Sénat. Le projet de loi arrive en séance lundi 27 mai. Et les élus ne décolèrent pas contre la volonté du gouvernement d'aller vite. Alors que rebondit la polémique sur l'arrêt des dons, on en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Trani en direct de la salle des conférences et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle dans notre multiplex tout de suite. Et justement, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où l'examen de la loi Blanquer se poursuit cet après-midi. Alexandre Poussard, on a beaucoup parlé justement de l'apprentissage du code informatique chez les enfants cet après-midi. Oui, Delphine, les sénateurs sont en train de débattre un peu des programmes des enfants à l'école primaire. On parle de code informatique, d'environnement, également du travail de mémoire, mais on va surtout parler dans quelques instants de la laïcité à l'école, puisque la droite du Sénat a déposé un amendement pour instaurer dans la loi la neutralité religieuse dans les sorties scolaires, et notamment pour les parents qui accompagnent leurs enfants lors de ces sorties, car les sénateurs estiment que ces accompagnateurs sont des collaborateurs occasionnels du service public de l'éducation et doivent donc respecter le principe de laïcité à l'école. Et puis pour les sénateurs, il y a un certain vide juridique sur cette question puisque la justice a pris des décisions différentes sur ce sujet. En 2011, le tribunal a validé la décision d'une école de Montreuil en banlieue parisienne d'instaurer la neutralité religieuse dans toutes ses sorties scolaires. Mais en 2015, le tribunal de Nice considère qu'un accompagnateur ne peut être interdit de sortie scolaire qu'au motif de troubles à l'ordre public. Alors cet amendement a de fortes chances d'être adopté au Sénat puisqu'il a été signé quasiment par toute la droite du Sénat et il va être également intéressant d'observer la position du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui fin décembre 2017 avait estimé qu'une mère ne pouvait être voilée lors de la sortie scolaire de son enfant. Un débat qui va donc être très intéressant à observer tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions et on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition. L'examen au Sénat de la loi Blanquer devait permettre d'apaiser les tensions autour de ce texte contesté par une partie du corps enseignant, mais c'était sans compter le vote de la majorité sénatoriale qui a maintenu, je le disais, le devoir d'exemplarité de la communauté éducative et qui par voie d'amendement a décidé aussi de suspendre les allocations familiales des parents dont les enfants sont trop souvent absents. Adrien Develay. Le Sénat revoit la copie de Jean-Michel Blanquer et dès l'article 1, le ministre de l'Éducation nationale se rallie à la version sénatoriale du texte. Celui-ci porte sur un point qui fait polémique, l'engagement et l'exemplarité des professeurs. Autant de mots très mal vécus au sein des enseignants qui y voient une marque de défiance. Et les professeurs sont bien représentés dans l'hémicycle, comme la sénatrice PS du Lot, Agnès Préville, qui n'a pas manqué d'interpeller le ministre. L'engagement des professeurs va de soi. Il est consécutif à leur choix de devenir professeur. La droite sénatoriale, majoritaire au Sénat, a voulu insister sur l'autorité du professeur et le respect qui lui est dû. Nouvelle version dont se satisfait pleinement Jean-Michel Blanquer. La rédaction par le Sénat apporte une amélioration. L'ajout du terme autorité est très important. Et évidemment, j'y souscris pleinement. Et cette question de l'exemplarité est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Profitons de ce moment parlementaire, républicain, pour dissiper les éventuels malentendus que cela aurait fait naître. Dans un second temps, la majorité sénatoriale a adopté un amendement visant à suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme des élèves. L'amendement fait donc de la responsabilisation des parents éducateurs de leurs enfants un élément clé de la lutte contre l'absentéisme au moyen d'un contrat de responsabilité parentale permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. L'amendement, déposé par le président du groupe LR, Bruno Retailleau, s'inspire directement de la loi Ciotti, supprimée par la majorité socialiste du Sénat en 2013. Les sénateurs de gauche ont fermement dénoncé cette mesure. D'où je viens, beaucoup ont été élevés grâce aux allocations familiales.
Ce n'est pas l'enfant qui sera, lui, mis sur le banc des accusés, parce qu'il ira chercher ailleurs ce que vous lui avez enlevé dans la famille. Il ira le chercher ailleurs, chez les dealers, à l'école de la rue. L'amendement a tout de même été adopté, contre l'avis du ministre Jean-Michel Blanquer, mais ne devrait pas prospérer dans le cadre de la navette parlementaire. Et première invitée de notre multiplex parlementaire, c'est la sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert. Elle est avec vous, Tam Trani. Oui, Sylvie Robert, hier, le débat a débuté autour d'un sujet symbolique mais extrêmement important, la question de l'exemplarité des enseignants. Est-ce que vous êtes satisfaite des modifications qui ont été apportées par le Sénat qui portent sur l'autorité du professeur et le respect qui lui est dû? Est-ce que ça suffit ? Je pense que non, ça ne suffit pas parce que j'ai porté un amendement de suppression de cet article 1. Et je crois que lorsque on est en train d'examiner un texte qui porte sur l'école de la confiance, commencer un texte de loi en, je dirais, instillant une notion de défiance, c'est-à-dire l'obligation de redire la réserve, l'exemplarité aux enseignants, alors même on l'a dit et je l'ai dit, c'est du réglementaire, nous n'étions pas obligés de répéter la loi. Ça forcément instille vraiment une question de défiance et de méfiance. Oui. Et je crois que pour apaiser la communauté éducative, il aurait été important de le supprimer. Donc pour vous, les enseignants ont eu raison de craindre pour la liberté d'expression des personnels. On a entendu Jean-Michel Blanquer qui disait qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Oui, alors il parle de malentendu, il dit qu'on n'a pas compris, qu'il y a effectivement des informations qui ont été erronées. Écoutez, on a le texte et je crois que c'est ça aussi, il faut faire référence à ce texte que l'on examine et qui, dans son article 1er, rappelle un certain nombre de ces dispositions. Donc je crois que c'est vraiment ce sentiment ou cette sensation qui a été diffusée vers le corps enseignant que commencer un texte en leur rappelant un certain nombre de leurs obligations qu'ils connaissent, le devoir de réserve, d'exemplarité, ce sont des enseignants et ce sont vraiment des personnes qui ont ce sens de la responsabilité. Je pense que ce n'est pas un signal très positif à leur envoyer. En parlant de défiance, il y a aussi eu la défiance à l'égard des parents d'élèves. On peut rappeler que la majorité sénatoriale a hier voté la suspension des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est absolument incroyable de revoir aujourd'hui, en 2019, la loi Ciotti, dont on sait qu'elle a été supprimée. Supprimée en 2013 par la gauche. 2013, absolument. On sait que c'est inefficace, que ça accentue la fracture sociale, territoriale, que ce n'est pas absolument pas le moyen de régler cette question-là, qui est une vraie question, la question de l'absentéisme. La droite dit que c'est plus dissuasif que punitif, non ? Écoutez, ce sont de vieilles lunes de la droite qui reviennent et je pense qu'on a été tous tristes hier soir que cet amendement passe, parce qu'on s'est dit c'est pas possible, c'est un retour en arrière, alors même que on sait très bien que ça n'avait aucun effet et que d'ailleurs le ministre a donné un avis défavorable à cet amendement. Un autre amendement, d'autres amendements qui pourraient susciter le débat, celui qui demande la neutralité religieuse aux personnes qui accompagnent les sorties scolaires. On parle notamment des femmes voilées. Un autre qui sanctionne les personnes qui rentrent dans leur pays d'origine hors période de sortie scolaire. Est-ce que pour vous, ce sont des mesures stigmatisantes ? Écoutez, voilà. On a parlé de cet amendement tout à l'heure. On revient avec le voile dans les sorties scolaires pour se dire effectivement, est-ce que les mamans qui accompagnent les enfants ont ce devoir de neutralité ou pas ? Je pense que on n'a pas encore eu le débat, on va l'avoir tout à l'heure. Je crois que se saisir d'un texte comme ça, qui est quand même si c'est un texte un peu fourre-tout, on voit de tout, pour revenir sur je dirais, un certain nombre, voilà, de lunes ces lunes de la droite conservatrice me semblent extrêmement déplacées. En tout cas, on va avoir le débat et on va essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas opportun. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Robert pour votre réaction. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. On ouvre à présent notre page consacrée au projet de loi relatif à l'organisation de notre système de santé. Hier, Agnès Buzyn en a détaillé les grandes lignes lors de son audition au Sénat. Pour la ministre, l'enjeu est de taille face à la désertification médicale qui s'intensifie. La commission de l'aménagement du territoire s'est saisie de ce dossier. Elle était lundi dans le Doubs, un département particulièrement sous-doté, malgré les mesures incitatives mises en place par les élus. C'est un reportage de Jonathan Dupriez. Belherbe, 600 habitants, cherche désespérément un médecin. Dans cette maison médicale, infirmiers et kinésithérapeutes se côtoient.
Mais aucun généraliste ne s'y installe de manière pérenne. On a eu des médecins, mais la charge de travail a fait qu'ils sont partis. Le sujet est pris très au sérieux par 2 sénateurs centristes. Hervé Moret, président de la commission de l'aménagement du territoire, et Jean-François Longeau, sénateur du Doubs, rapporteur pour avis de la loi santé. Il va nous faire un rapport et surtout des propositions que l'on va ensuite essayer de faire entendre dans l'ensemble du Sénat. Mais ce n'est pas facile, on se heurte quand même au lobby médical qui est très présent dans nos assemblées, y compris au Sénat. Et on a toujours beaucoup de mal à faire avancer l'idée qu'il faut peut-être à un moment donné prendre des mesures un peu plus fortes que l'incitation pure et simple. Ce jour-là, il rencontre des acteurs locaux concernés par la désertification médicale. Autour de la table, l'Agence régionale de santé, mais aussi des élus désemparés. Dans le Doubs, près d'1 médecin sur 2 a plus de 55 ans. Nous, on investit pour des maisons de santé. On propose tous les systèmes de portage qu'il peut y avoir. Libéral, salarial, je suis tout seul, je me mets avec des collègues. Enfin, je veux dire, on est des vrais nounous. Aujourd'hui, les collectivités, tout le monde est prêt à faire plein de choses, tout le monde travaille, mais on n'a pas la solution. Et puis derrière, il n'y a rien de correctif qu'impose, malheureusement, je crois que ce sera peut-être ça la solution, mais qu'impose aux médecins de venir s'installer à tel endroit. Fin du numerus clausus dès 2020, révision de la carte hospitalière ou encore régularisation des praticiens étrangers. Le texte voté à l'Assemblée en mars entend endiguer les déserts médicaux. Mais pour les sénateurs, il faut aller plus loin. Ça ne suffira pas à régler le problème de la désertification médicale qui ne fait que progresser. Et c'est pour ça que nous travaillons à d'autres mesures, notamment en matière de formation des médecins, notamment en matière de régulation à l'installation. Pontarlier détient peut-être l'une des clés du problème. Depuis 2017, 5 médecins se relaient dans ce cabinet éphémère. En s'organisant par vacation, ils réalisent 25 consultations par jour. Les gens qui n'avaient plus possibilité, en particulier les nouveaux arrivants, qui n'avaient pas possibilité d'avoir un médecin traitant, eh bien, sont sûrs d'avoir quelqu'un qui réponde à leurs besoins du lundi au vendredi soir en permanence. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a plus le stress de ne pas avoir de médecin traitant. Jean-François Longeau est favorable au temps médical partagé, car tout l'enjeu pour le sénateur est d'assurer une meilleure répartition des praticiens sur le territoire. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est cette répartition. Parce que le numerus clausus, je vous le disais tout à l'heure, c'est une belle chose d'augmenter le numerus clausus, même de 20%, c'est très bien. Mais si vous concentrez tous les médecins nouveaux qui seront effectivement au bout de 10 ans et qui exerceront au bout de 10 ou 12 ans, mais qu'ils exercent tous dans des zones surdenses, on n'aura pas répondu au problème. Aujourd'hui, 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Ils ne peuvent pas consulter plus de 2 fois par an un praticien, faute d'en avoir un à proximité. Alors avant d'ouvrir le débat avec mes invités en plateau, on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Trani. À votre côté, justement, à vos côtés, c'est Jean-François Longeau. On l'a vu dans ce reportage, sénateur centriste du Doubs. Effectivement, Jean-François Longeau, on vient de vous voir dans ce reportage tourné par Jonathan Dupriez. Dans le Doubs, l'occasion pour vous d'être une fois de plus alerté sur le problème des déserts médicaux, un problème important. Ça ne vous a pas surpris ? Un problème très important. D'ailleurs, dans le reportage, effectivement, la rencontre qu'on a eue avec les élus, c'est les élus nous disent, mais on a fait plein de choses. Hein. On a construit des maisons de santé, on apporte un certain nombre d'aides, on fait un certain accompagnement pour des professions médicales. Et puis aujourd'hui, on est devant un fait accompli, c'est que on est dans une situation où il n'y a pas de médecin. Je crois que les élus sont assez désemparés. Il va quand même falloir que nous profitions effectivement de ce projet de loi pour essayer essayer de réguler un peu mieux, je dirais, les médecins sur le territoire, parce qu'aujourd'hui c'est 8,6% de la population qui n'a pas accès aux soins. Vous dites réguler un petit peu. Est-ce qu'il faut des mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer sur ces territoires et les cas échéants, quelles mesures fortes ? Non, coercitif, non. Parce que je ne pense pas que ce soit la mesure qui effectivement va permettre de combler le problème, mais je crois qu'il faut un certain nombre d'incitations. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que la formation d'un jeune étudiant ne pourrait pas avoir lieu au lieu d'être dans un grand CHU ou un grand CHR à Lyon ou à Marseille ou je ne sais où, ne pourrait pas avoir lieu dans un hôpital rural, avec un médecin dans un secteur rural. Ce qui permettrait à ce jeune étudiant
de découvrir une région, un département qu'ils ne connaissent pas. Eh bien non, parce qu'en fait, ils vont dans les hôpitaux faire leur stage, ils sont internes dans les hôpitaux, et bien entendu, effectivement, à l'issue, ils restent dans ce secteur. Et je crois que cette incitation permet de découvrir. Si je prends mon exemple, moi, j'ai été maire d'Orne en 21 ans, et j'y suis depuis 1981, et quand je suis arrivé, je ne savais même pas où se trouvait cette ville. Mais j'y suis allé pour travailler. Et puis, je ne m'y suis plus. J'ai connu mon conjoint, ma conjointe, ma femme. Et voilà. Je pense qu'on s'y fait. Que pensez-vous du plan du gouvernement qui, justement, a mis sur l'incitation avec des bourses étudiantes, des incitations à l'installation, qui parle aussi du développement de la télémédecine, des postes partagés de médecins entre la ville et l'hôpital? On l'a vu, il y a un large plan du gouvernement en la matière. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Mais la télémédecine, c'est aussi une avancée. Le partage des soins, ça me paraît essentiel. Je veux dire que l'on permette à un pharmacien ou que l'on permette à un infirmier ou une sage-femme de faire un certain nombre d'actes, ça c'est pour moi très important. Alors bien entendu, il ne faut pas que le partage de ces actes ait une obligation de dire oui mais je ne pourrai le faire que si j'ai l'avis du médecin ou si j'ai le médecin. Parce qu'on reviendra au même niveau. S'il n'y a pas de médecin, vous pouvez toujours attendre l'avis du médecin. Donc je pense que ça c'est effectivement des avancées. Mais je crois que ce qu'il va quand même falloir qu'on pense, c'est qu'on pense à nos concitoyens. Et à nos concitoyens qui aujourd'hui n'ont pas accès aux soins. Et qui demain, et je pense notamment aux personnes âgées qui sont atteintes par exemple de diabète, ne se faisant pas soigner, un jour, malheureusement, pour se faire soigner, ils vont à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça coûte beaucoup plus cher qu'une consultation chez un médecin. Et c'est la Sécu qui paye. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Longeot d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Alors comment lutter contre les déserts médicaux? Comment favoriser un égal accès aux soins à tous sur l'ensemble du territoire? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Doineau. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice centriste de la Mayenne. Vous avez travaillé justement, vous avez fait un rapport sur cette question pour la ministre. On va en parler dans un instant. Michel Amiel est également avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône, vice-président de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes par ailleurs médecin. Daniel Chassaing, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur Les Indépendants de la Corrèze et vous êtes également médecin. Il y en a beaucoup dans la Commission des Affaires sociales. On verra d'ailleurs s'il y a 2 lignes au Sénat sur ce point. Et puis Jean Spiry, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire adjoint sans étiquette de la ville de Courbevoie, conseiller régional Île-de-France, président du CRIPS, c'est le Centre régional d'information et de prévention du sida. Et puis, vous avez signé cette tribune dans le journal du dimanche, justement, ce cri d'alerte des élus, justement, sur cette question des déserts médicaux. Elisabeth Doineau, on voit bien que la désertification médicale, les gouvernements se succèdent et n'arrivent pas à endiguer ce problème, ce fléau, puisque ça concerne 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Est-ce que vous faites confiance à Agnès Buzyn pour justement réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Alors tout d'abord, je voudrais dire que je comprends tout à fait l'exaspération des élus locaux. C'est l'exaspération même des citoyens que nous rencontrons sur le terrain, pour certains qui se retrouvent sans médecin traitant effectivement. D'autre part, je voudrais quand même ajouter que Agnès Buzyn, avec le Premier ministre, dès octobre 2017, a lancé un plan d'accès aux soins. J'ai eu la chance d'être déléguée aux côtés de Thomas Mesnier et de Sophie Augros. Nous avons pu mener l'enquête, si je puis dire, sur les territoires. Justement, nous avions visité Pontarlier et ce cabinet éphémère. Nous avons pu voir un certain nombre d'expérimentations qui sont tout à fait prometteuses. Et la ministre nous avait demandé de relever les irritants pour justement faire en sorte que tous ces projets aient beaucoup plus de facilité à se mettre en œuvre. Nous avons remis un rapport en octobre 2018. Je voudrais aussi ajouter que Agnès Buzyn s'est exprimée sur l'avancée finalement de ces mesures qui sont nées suite à ce rapport et qui étaient même en discussion au précédent PLFSS comme au dernier PLFSS. Et donc, elle a remis il y a quelques semaines en fait un nouveau document sur lequel elle indique toute la progression. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai exprimé auprès de la ministre, c'est qu'il y a effectivement une politique nationale, mais il faut que chacun puisse en connaître les retombées locales. C'est-à-dire comment on voit la plus-value aujourd'hui des mesures qui ont été décidées et celles qui sont à l'avenir proposées dans cette loi et voir comment chaque élu, chaque préfet aussi, parce que je trouve que les préfets ne sont pas assez mis dans la boucle, peut répondre aux concitoyens de leur département et être en mesure de dire
qu'est-ce qui a avancé? Combien d'assistants médicaux dans tel territoire? Combien de médecins généralistes recrutés dans ces zones défavorisées? Comment les assistants médicaux se mettent en place? Effectivement, il faudrait vraiment avoir une déclinaison locale du plan national. Ouais, Michel Amiel, on le disait, des dizaines de plans ont déjà été lancés. En quoi celui présenté par Agnès Buzyn est plus efficace que les autres? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Je suis assez proche de ce que vient de dire Madame Doineau sur le plan, et moi je prononce le mot de régionalisation de la santé. Je suis très clairement pour une régionalisation de la santé. Alors, c'est pas pour ce coup-là. C'est pas prévu dans non, il faut le dire, c'est pas prévu dans la loi. Comme vous savez, on peut amender, mais amender, ça veut dire apporter des éléments à la marge. Mais aujourd'hui, on ne peut pas présenter un plan santé qui serait une véritable régionalisation et où effectivement les choix stratégiques de santé seraient décidés localement. Pour être concret, aujourd'hui, il existe les agences régionales de santé et dans cette hypothèse-là, on pourrait imaginer par exemple que le directeur général de l'ARS soit non pas nommé au niveau de l'État, mais au niveau de la région. Ça permettrait quoi, Michel Amiel? Plus de proximité, plus, comme l'a dit Elisabeth, plus de connaissances fines des réalités du territoire en termes de besoins de médecins, de paramédicaux. Après, la question de la solution miracle, est-ce qu'Agnès Buzyn va apporter des éléments nouveaux, miraculeux? La réponse, bien évidemment, est non, mais il y a quand même des choses qui me paraissent aller dans le bon sens, comme les CTPS, mais on y viendra sans doute tout à l'heure. On va laisser la parole aux autres invités. Daniel Chassaing, on a vu que cette thématique de la santé, de l'accès aux soins, s'est apparue aussi lors du grand débat. Le gouvernement n'avait pas forcément proposé cette thématique. Ça va de soi, les Français sont inquiets pour l'accès aux soins. Bien sûr, ils sont très inquiets parce que, si vous voulez, au niveau rural et hyper rural, si vous n'avez pas de médecin, vous allez aggraver très rapidement une désertification. Les jeunes ne viendront pas s'installer, les personnes âgées, bien sûr, ne viendront pas en retraite. Moi, je pense que ce projet de loi apporte quand même des pistes assez intéressantes. D'abord, il faut savoir que 50% des jeunes médecins veulent travailler en groupe. Donc les maisons de santé, on les continue, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Après, Michel vient de le dire, les communautés professionnelles territoires de santé, il faut que les médecins s'entendent pour avoir un projet de santé et un projet qui va pouvoir avoir des médecins, si vous voulez, de 8h du matin à 8h du soir. C'est-à-dire que ça permettra de ne pas aller encombrer les urgences. Et lorsqu'il y a plusieurs communautés professionnelles de santé, un projet territorial de santé, c'est ce qui est prévu dans la loi. Mais là, il faut que l'hôpital s'implique et notamment les 400 postes. 400, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait des postes de médecins partagés entre l'hôpital et les déserts médicaux. C'est par ce biais-là, je pense, qu'on arrivera à avoir des médecins dans les maisons de santé, parce que les élus, ça a été dit tout à l'heure par le sénateur Longeau, ont fait des maisons de santé, mais il faut après, lorsque des médecins seront en retraite, que d'autres, s'il n'y a pas d'installation, il faut que l'hôpital sera la référence pour que des médecins viennent dans les maisons de santé s'il n'y en a pas. Jean Spiry, est-ce qu'on peut traiter ce problème de la désertification médicale sans toucher finalement à la liberté d'installation des médecins? On revient souvent à ce débat. Je pense qu'il faut accompagner la liberté d'installation des médecins. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le sénateur Amiel tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une vraie question sur la régionalisation de la santé, qui a été faite du côté du ministère de la Santé, mais la loi NOTRe, il y a quelques années, a retiré les compétences de santé aux régions. Or, on s'apercevait que toutes exerçaient des compétences de complément intéressantes, que en fait, la plupart continuent à en exercer aujourd'hui. Et donc, il serait très intelligent de voir comment le conseil régional et l'ARS peuvent travailler demain pour avoir une vraie carte et une vraie action commune. C'est particulièrement vrai en Ile-de-France. Ile-de-France, il y a quelques années, on aurait dit il y a des déserts médicaux en Ile-de-France, on aurait un peu rigolé. Aujourd'hui, il y a des déserts médicaux en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, plus près de nous. On a une population très vieillissante, y compris à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Et surtout, on commence à avoir des déserts de praticiens en secteur 1. C'est un vrai problème aussi d'accessibilité financière. Et en fait, la façon dont on attire des professionnels de secteur 1 en Ile-de-France, je veux dire, il n'y a pas tellement de secrets. Soit on les aide à l'installation, soit on négocie avec l'assurance maladie une consultation un peu plus chère pour eux. Parce que vu le prix d'un cabinet médical dans une zone comme Paris et sa proche couronne, sinon, ils ne peuvent pas s'en sortir en secteur 1. Donc il faut qu'on
apprenne, qu'on prenne l'habitude en France, et c'est difficile, et le Sénat d'ailleurs est là pour ça, à prendre plus en compte ces difficultés territoriales. Puis je vous dirai peut-être tout à l'heure comment les conseils régionaux justement interviennent. Oui, on va y venir. Elisabeth Doineau, est-ce qu'il faut quand même faire une croix sur le médecin à côté de chez soi? Ça implique aussi un changement de mentalité, toutes ces nouvelles propositions, cette nouvelle organisation de notre système de santé à l'échelle territoriale régionale. On est effectivement à la croisée des chemins parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux médecins, ceux qui vont arriver, sont pour la plupart, c'est-à-dire destinés à la pratique regroupée. Il n'y a que 3% d'entre eux qui veulent s'installer de manière isolée. Donc on voit bien que ce n'est plus du tout ce que l'on vivait auparavant dans nos villages, où nous avions, dans beaucoup de cas, le médecin de famille qui habitait le village. Je reviens au plan d'accès aux soins, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis 1 an et demi aujourd'hui, ce qui est significatif, c'est le nombre de médecins qui se sont lancés comme maîtres de stage. Et moi, je pense que ça, c'est très important. Parce que comment on arrive à justement agrafer, en quelque sorte, sur un territoire de jeunes et futurs médecins, eh bien, c'est justement en leur montrant la pratique dans ces territoires, une pratique généraliste qui est tout à fait enrichissante. Et donc, le fait d'être maître de stage et de privilégier cette notion-là me paraît essentiel. Mais 17% en plus l'année dernière, c'est quand même important. 37% de plus de maisons de santé pluridisciplinaires, 21% de centres sociaux, médicaux en plus. Tout ça, ce sont des chiffres, mais on aimerait les connaître sur les territoires. Et c'est ça, je dis que la communication a beaucoup d'importance, l'information des élus, l'information de nos concitoyens. Parce qu'en fait, on ne peut pas, en une seule fois, régler le problème de 20 ans de la baisse du numerus clausus de moitié. Ça ne se règle pas en une journée, ça ne se règle pas en une année. Oui. Michel Amiel, pardon. Oui, c'est un sujet difficile. Pour revenir à la question incitation-coercition, s'il y avait une solution miracle, ça se saurait depuis longtemps, y compris dans des pays étrangers. On a vu que les mesures coercitives qui avaient été mises en place, en particulier en Allemagne, ça n'a pas marché. Ça a provoqué un déconventionnement massif. Donc, je veux dire, le coercitif, vrai, déconventionnement sélectif, etc., il y a d'assez fortes chances. Il y a toujours des moyens de contourner ça, c'est ce que dit aussi la ministre. Il me semble, on parle évidemment des 3 cycles des études médicales. Qui se sont allongés. Moi, de mon temps, pour un médecin généraliste, c'était 7 ans, maintenant c'est 9 ans. Concernant le diplôme de médecin généraliste, diplôme de spécialité maintenant, moi il me semble qu'il y a une proposition qui serait intéressante, donc qui concerne le 3e cycle des études médicales. C'est une incitation, par exemple, de 2 ans de spécialité, et c'est un peu le mixte de ce que Mme Doineau disait tout à l'heure, de 2 ans les 2 dernières années puissent s'effectuer par fléchage, et c'est là que tout à coup ça devient un petit peu coercitif, dans des zones défavorisées. Alors, je ne dis pas qu'au bout de ces 2 ans, les jeunes généralistes qui auraient exercé dans ces zones défavorisées s'y installeraient forcément, mais l'expérience montre quand même que souvent, quand on a exercé dans un endroit où on a été accueilli à bras ouverts, parce qu'il faut bien le reconnaître, et où ça a marché, il s'ensuit quelque chose de... Pardon, on a absolument envie d'y rester, oui. Donc voilà, moi c'est une proposition que je déposerai par amendement. Est-ce qu'il n'y a pas 2 lignes quand même au Sénat, puisque vous êtes membre de la Commission des affaires sociales, on a vu vos collègues en parallèle, la Commission de l'aménagement du territoire, qui mène aussi ses propres investigations, et on entendait Hervé Mouret, qui préside cette même commission, dire à un moment, il faudra peut-être passer par des mesures un peu plus efficaces. Non, coercitives. Oui. Mais nous, on est médecins en plus. Oui, non, mais c'est vrai, là, c'est une clin d'œil. Mais trop coercitif, honnêtement, j'aurai la certitude que ça marche, je les voterai dès demain. Je pense que ça ne marchera pas. En France, on a un esprit un petit peu, voilà. Je pense que si on oblige les médecins à s'installer, ça ne marcherait pas. Et cela, d'autant plus qu'actuellement, on dit qu'il manque de médecins. Ce n'est pas vrai. La ministre le rappelait hier. On n'a jamais eu autant de médecins. Mais ils sont tous concentrés au même endroit. Pour exercer la durée que l'on exerçait il y a 30 ans, eh bien, il faut 2 médecins et demi là où il en fallait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur cette question de la liberté d'installation. Bien sûr, ça me Votre avis, pardon. Alors, moi, je ne suis pas non plus pour la coercition. Peut-être qu'à un moment, il faudra y arriver. Mais je pense que... Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais que dans le premier cycle, alors bien sûr c'est peut-être difficile à mettre en place, de la 4e à la 6e année, je pense qu'on devrait avoir des stages
chez le médecin libéral. Alors c'est compliqué parce que le matin, normalement, il y a des stages à l'hôpital et l'après-midi, il y a des cours. Je pense sur 3 mois. Mais je rappelle que sur les 36 mois de stage, il y en a 3 mois qui sont passés en libéral. Hein. Donc je pense qu'on pourrait augmenter un petit peu ces stages, peut-être 1 mois et demi de stage. Et puis 1 mois et demi de cours plutôt que matin et après-midi. Et bien sûr, les collectivités, il faudrait que les collectivités puissent loger les étudiants. Bon, mais ça c'est tout à fait possible. Alors voilà, il y a plusieurs choses parce que, comme vient de le dire Michel, on est passé de 4000 étudiants, de 4000 médecins sortis en 2005 à 9000. Donc, mais le problème, c'est qu'il y en a 15% qui s'installent. Donc, il faut les inciter à s'installer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être par du salariat. Il y a pas mal de médecins qui veulent être salariés. Ce sera possible. C'est ce que prévoit avec l'hôpital. 400 postes salariés en ville. Ce sera possible avec les conseillers départementaux. Mais après, il faut une coordination pour qu'il y ait effectivement des retombées dans les maisons de santé. Jean Spiré. Oui, vu l'évolution, en effet, des pratiques, 400, c'est un bon début, mais enfin, c'est pas encore beaucoup. Ce que je voulais rappeler, c'est justement la manière dont les collectivités peuvent agir. Parce qu'on le voit, on voit un certain nombre de villes qui ont commencé même à offrir des locaux pour des médecins, à offrir des conditions d'installation. On a tous vu des reportages, y compris d'ailleurs sur des praticiens d'autres pays de l'Union européenne. Au niveau des régions, on est plutôt sur des aides un petit peu différentes. Ce qu'on fait en Ile-de-France avec Valérie Pécresse, ce qu'on fait aussi dans Hauts-de-France par exemple, c'est les aides à l'installation pour les libéraux. L'année dernière, ça a été 16 praticiens qui ont été aidés dans leur installation dans des zones sous-denses, et on a retiré le critère de secteur 1. Ça a fait beaucoup parler. On a dit, mais attendez, oui, mais parce qu'il y a des endroits qui sont des déserts où, honnêtement, le secteur 1, ça ne marche pas. Vous n'attirez personne en faisant ça. Donc c'est vraiment selon les territoires. Les créations des soutiens à des maisons de santé pluriprofessionnelles, comme partout, mais d'aide d'investissement, c'était 22 l'année dernière, ce qui commence déjà à être un bon nombre, et le développement de la télémédecine. La télémédecine, ça fait des années qu'on en parle, c'est pas la solution magique à tous les problèmes. C'est bien évidemment. Néanmoins, dans un certain nombre de territoires, c'est une option qui est intéressante. La région Hauts-de-France a signé un partenariat avec AXA pour ouvrir là une première téléconsultation. La région Île-de-France va faire la même chose à Provins. Donc on teste. Ça fait longtemps que c'est testé par les ARS, mais là, par les régions. Et je pense que c'est intéressant, encore une fois en complément, dans des endroits où vraiment on ne peut pas. Vous savez, les Norvégiens, je ne sais pas si vous voyez le nord de la Norvège, la tête de leur côte, les distances, ça fait très longtemps qu'ils font des téléconsultations, voire des téléopérations, et ça marche très bien. Voilà. Pas la même culture, quand même. C'est pas la même culture, Michel Amiel, c'est pas la même géographie, par certains côtés. Tout à fait. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même des choses chez nous, ça peut c'est pas progresser assez exploité, cette possibilité de télémédecine, justement, dans les propositions de la ministre. Écoutez, là, la télémédecine, c'est tout un pan de la loi, et là, on peut applaudir demain, je crois qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Il y a quand même 2 petits bémols à cette question-là. Encore faut-il que le patient soit lui-même équipé d'une structure le permettant. C'est pas un simple coup de téléphone. Et quand on va commencer à toucher à des pathologies de personnes âgées ou de personnes défavorisées, c'est pas gagné d'avance. Et encore faut-il que les territoires eux-mêmes, puisque le Sénat et la Chambre des territoires, soient eux-mêmes suffisamment équipés d'un point de vue informatique, numérique. Donc voilà, il faut, c'est nécessaire. C'est sans doute pas suffisant, mais encore faut-il qu'il y ait l'accompagnement nécessaire. Mais sinon, bien sûr, OK pour la télémédecine. Ce qui a changé, juste d'un mot, ce qui a changé par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on a ces cabines qui sont peu chères, enfin qui sont beaucoup moins chères qu'avant, qu'on peut implanter dans les différentes choses. La deuxième chose, c'est qu'on a changé d'idée, et ça c'est tant mieux, en pensant que des infirmières ou des professionnels de santé formés qui ne sont pas des médecins peuvent accompagner la personne pour sa téléconsultation. Alors il faut parler qu'avant on l'imaginait. Voilà, c'est un sujet important. On est vraiment très intéressant. Pratiques avancées. Elisabeth Boineau, pardon, parce que vous parliez tout à l'heure d'un problème aussi de communication. On sait qu'hier, Agnès Buzyn, lors de son audition au Sénat, a beaucoup été interpellée sur les fermetures de maternité. Je vous propose d'écouter sa réponse et je vous ferai réagir après. On est quand même un pays où, bien qu'il y ait eu énormément de fermetures de maternité, nous avons un maillage territorial bien supérieur à la plupart des pays européens. Je travaille vraiment à mettre en place des dispositifs qui compensent les distances, tout en ne niant pas qu'aujourd'hui, voilà, certaines femmes, ça représente assez peu de femmes, 3/4 des femmes accouchent à moins de 30 minutes de chez elles, mais certaines femmes ont effectivement des distances à parcourir.
Mais je veux le redire aussi, beaucoup de femmes avaient des distances à parcourir pour aller accoucher bien avant qu'on se mette à fermer des maternités. Je parle souvent de la Corse, mais quand vous habitez Calvi, la maternité est à Bastia, c'est à 1h15, 1h30 de route. Il n'y a jamais eu de maternité à Calvi, ça n'a jamais été demandé, et ça fait des années qu'on a organisé l'accompagnement des femmes de ce bassin de vie pour des distances qui sont, qui existent. Et il y a beaucoup de bassins de vie aujourd'hui dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a pas une contradiction, Elisabeth Doineau, justement, avec ce message? On voit la ministre qui n'hésite pas, sur certains territoires, à fermer des maternités et ce besoin, justement, d'accès, de proximité, d'accès aux soins exprimé par les Français. La ministre, elle doit assurer la sécurité des patients. Pour assurer la sécurité des patients, il faut un certain nombre de professionnels. Et quand on a une ouverture pour des accouchements 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il faut un certain nombre de professionnels. Elle a expliqué hier, c'était 8 médecins anesthésistes, 8 comme obstétriciens, etc., etc. Vous pouvez reporter avec les infirmières, etc. Et donc, pour assurer cette sécurité, effectivement, il faut avoir ces professionnels. Or, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi difficile d'avoir un médecin en milieu rural que dans un établissement, qu'il soit public ou privé. Et de l'autre côté, on a des citoyennes qui souhaitent, enfin avec leur famille, accoucher aussi le plus près possible de chez elles parce qu'elles estiment que le temps de se rendre à la maternité est un temps pour elles qui doit être le plus court possible parce que, évidemment, il y a toujours la peur d'accoucher entre-temps. Et c'est vrai qu'on a vu quelques cas d'accouchement dans des camions de pompiers, de sapeurs-pompiers ou dans la voiture de particuliers. Et ça fait réfléchir. Mais d'un autre côté, quand l'accouchement se passe mal, ce sont les premières familles à entamer des procédures judiciaires pour des problèmes qui peuvent arriver sur l'enfant ou même sur la mère. Il est fort le symbole de fermer une maternité, Michel Amiel. Écoutez, là, je vais être très clair, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais la maternité à 10 km, parce qu'il faut absolument que la jeune femme puisse accoucher là, non. Je préfère une structure un petit peu plus éloignée et solide d'un point de vue technique que des maternités coquilles vides où il n'y a pas les obstétriciens, où il n'y a pas les anesthésistes et où on accoucherait dans les pires conditions. Et ça vaut aussi pour, non pas les hôpitaux de proximité, nouvelle version dont il est question dans le texte de loi, mais les hôpitaux où il y avait un service de chirurgie, où par mois on faisait 3 vésicules, 4 appendicites, et où donc sur le plan d'un point de vue technique, les choses n'étaient pas satisfaisantes. Je reprends l'expression qu'employait hier le professeur Friedman, qui nous avait invités, Alain Milon et moi, à une émission sur le même sujet qu'aujourd'hui. Il disait la maternité, c'est pas les quelques heures de l'accouchement, c'est 12 mois. C'est les 9 mois de grossesse, plus les 3 mois après. Ce qui ne veut pas dire que l'accouchement n'a pas d'importance. Mais là, vraiment, c'est un sujet où il ne faut pas être réducteur, où il ne faut pas être démagogue. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ouais. Daniel Chassaing, sur cette question. Oui, bien sûr, on essaye de garder les maternités dans des secteurs isolés, dans des petites villes isolées. J'en ai dans mon département. Et donc, il faut une collaboration avec les niveaux 2 et 1. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Il faut essayer de conserver les maternités, mais il faut après qu'il y ait des professionnels qui puissent être disponibles des hôpitaux plus importants ou des CHU. Et donc ça, c'est souvent le problème. J'espère que, en tout cas, dans mon département, on pourra la garder. Je voulais revenir dans la loi, dire que le projet de loi sur les médecins étrangers, à diplôme étranger, les PADOU, bon, je pense que ça va apporter quand même quelque chose. Je souhaite qu'on puisse légaliser le maximum. Tout à l'heure, on a parlé du myoscosus. Bien sûr, c'est pas suffisant, on l'a dit, mais c'est quand même un plus. Et ça a été dit tout à l'heure, les pharmacies peuvent essayer aussi. Dans les pharmacies, on a déjà augmenté leur possibilité d'aider les patients. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on pourrait aussi leur proposer, par exemple, des prises de tension ou de renouvellement d'ordonnances lorsque ça pose pas de problème. Jean Spiri, ça va aussi impliquer un changement des mentalités aussi du côté des patients. Il va falloir accepter, on le disait, de ne plus avoir un médecin à côté de chez soi, d'accepter peut-être d'être soigné par des infirmières. Ça, c'est un changement de mentalité ? Alors c'est un changement de mentalité pour la France, mais je crois que les professionnels de santé y sont prêts. Les médecins
comme les infirmières. Je pense qu'il y a vraiment une évolution par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était vraiment très très fermé sur le sujet. Là encore, il y a d'autres cultures, d'autres pays où ça se fait de manière beaucoup plus souple. Donc ça, je pense qu'on va progressivement y arriver. Pour les patients, le changement est... C'est jamais simple de voir fermer sa maternité. Je veux dire, c'est arrivé à Courbevoie il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Maternité, elle est à Neuilly maintenant. Je ne sais pas si vous voyez la distance entre les deux, on s'en remet. Mais le fait de perdre sa maternité, c'est toujours quelque chose de symbolique. Il n'y aura plus le nez à. Néanmoins, moi je vais vous raconter une anecdote rapide. J'étais conseiller du ministre de la Santé et déjà à l'époque, on fermait des petites maternités. C'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et on avait un parlementaire qui était très opposé à la fermeture dans sa circonscription. C'était un député très opposé, à tel point qu'il a fait accoucher sa femme dans cette maternité. Bon, elle a failli y rester. La sécurité, c'est pas un mythe. Je veux dire, le fait que des petites maternités peuvent être dangereuses, j'ai pas dit qu'elles le sont toutes, mais peuvent être dangereuses, que le niveau de sécurité n'est garanti, c'est ce que disait la ministre Agnès Buzyn dans les grandes structures, c'est vrai. Il faut aussi qu'on apprenne, et c'est ce que vous disiez, à sortir du tout hospitalier. Car la grossesse, en effet, elle dure 12 mois. Ce qui veut donc dire que, ok, on n'aura peut-être pas la maternité qui sera à 10 km, mais qu'est-ce qu'on a comme médecin qui est bien formé? Qu'est-ce qu'on a comme gynéco? Qu'est-ce qu'on a comme sage-femme qui est dans le rayon kilométrique qui va bien? Et ça, il faut qu'on regarde à toutes les échelles. Et encore une fois, s'il n'y a aucun de ces professionnels autour, là, ça devient vraiment compliqué. Mais si on a aussi ces professionnels extra-hospitaliers, c'est important. On en revient à cette idée qu'il faut libérer du temps médical utile, selon les mots de la ministre, en créant des postes d'assistants médicaux, des infirmières en pratique avancée. Alors, ce sont deux choses différentes. Les pratiques avancées des infirmières, moi, ça me paraît une vraie bonne idée, ça me paraît nécessaire, pas suffisant bien entendu. Et pour prendre une spécialité qui m'a toujours beaucoup intéressé, la psychiatrie, je rappelle qu'on a fait une bêtise il y a quelques années en supprimant le cursus des infirmières psychiatriques. C'est une vraie spécialité et quand on voit l'état sinistré, il n'y a pas d'autre mot, dans lequel vit la psychiatrie aujourd'hui en France, eh bien, ipso facto, on revient à l'usage de consultation et de suivi par des infirmiers psychiatriques qui, bien évidemment, ont acquis une expérience, mais sur le tas. Moi, je vous avoue que, pour moi, cette spécialité-là est par excellence la spécialité qui, de toute façon, dans les actes, se passe ainsi. Pour les assistants médicaux, je vous avoue que j'attends de voir un petit peu le périmètre. Que seront-ils ? Est-ce que ce sera simplement du secrétariat ? Est-ce que ce sera une aide, par exemple, à prendre l'attention, à vérifier les grands paramètres ? C'est un vrai sujet. Puis, excusez-moi d'être trivial, mais qui paye ? Est-ce que c'est juste au début, comme il semblerait que ce soit le cas, et après au médecin de prendre le relais? Alors, sur ce sujet qui me paraît une bonne idée, j'attends d'en savoir un petit peu plus et de voir quel sera le périmètre ces postes d'assistants médicaux, Elisabeth Doineau. Alors là, on vient de parler de la délégation des tâches. Oui. Moi, je dirais presque que c'est du partage des tâches. Quand on voit l'expérience, par exemple, des infirmières azalées qui travaillent aux côtés d'un médecin dans les maladies chroniques, ça apporte beaucoup parce que le médecin, il est dans... je dirais, la problématique générale, mais l'infirmière, elle va suivre au quotidien la chronicité de la maladie. Sur les infirmières en pratique avancée, on est aussi là sur le même sujet, c'est-à-dire comment on délègue à l'infirmière un certain nombre de tâches et ça permet de libérer du temps médical qui va justement être consacré aux situations les plus complexes. Sur les assistants médicaux, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça existe partout dans d'autres pays, ça fonctionne très très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il faut en définir le contour. D'abord, sur la formation de ces assistants médicaux, seront-ils des aides-soignantes plus ou des secrétaires médicales plus aussi, mais qui iront... Est-ce que les modules, finalement, se compléteront pour arriver à ce statut d'assistant médical? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de choses, d'ailleurs sur le plan administratif surtout, pourraient soulager le médecin et libérer encore du temps médical. Bien, mais je pense que là, on est parti sur des bonnes pistes. Bien, merci. Merci à vous, Elisabeth Doineau. Merci, Jean Spiry. Merci beaucoup, Daniel Chassaing. Merci, Michel Amiel. Je rappelle que le texte sera examiné début juin en séance au Sénat. On va continuer à parler de l'examen de la loi Blanquer, puisqu'il se poursuit cet après-midi dans l'hémicycle. On va bien retrouver Alexandre Poussard. Vous suivez pour nous les débats. Et on parle beaucoup cet après-midi des sanctions, justement, pour les parents dont les enfants auraient des retours tardifs de leur pays d'origine après les vacances.
Oui Delphine, et les sénateurs viennent à l'instant de commencer le débat sur un amendement qui devrait faire polémique puisque certains sénateurs de droite veulent effectivement sanctionner les familles qui partent en vacances avec leurs enfants hors des délais des vacances scolaires d'été. Et si on lit cet amendement, si on lit son exposé des motifs, il vise expressément les enfants d'origine étrangère qui partent en vacances à peu près le 15 juin et reviennent le 15 septembre, c'est-à-dire bien après la rentrée scolaire officielle. Alors le débat sur cette mesure vient de commencer. Il s'annonce très tendu entre d'un côté la droite qui considère que ces vacances hors délai sont un manque de respect au service public de l'éducation et de l'autre la gauche qui ne veut surtout pas stigmatiser les enfants d'origine étrangère. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. Mobilisation internationale contre la violence en ligne. 2 mois après la diffusion en direct sur Facebook de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. Emmanuel Macron accueille aujourd'hui avec la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des géants du numérique. Facebook a déjà restreint l'usage de sa plateforme de vidéo en direct, dont s'était d'ailleurs servi le tueur de Christchurch pour diffuser son massacre. Sandra Cerquera. La mort des 51 victimes de Christchurch a été diffusée en direct sur Facebook. L'auteur de l'attentat a filmé pendant 17 minutes et la vidéo a ensuite été partagée pendant plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Pour éviter que cela ne se reproduise, l'appel de Christchurch réunit des chefs d'État et les géants du net à Paris avec un objectif, mettre en place un projet de régulation des contenus sur Internet. Ce que j'attends surtout, c'est le mode d'emploi. C'est-à-dire que là, il y a un appel fort, au président de la République française, la première ministre de Nouvelle-Zélande, mais on a besoin maintenant de savoir concrètement la façon dont on responsabilise les plateformes. Elles n'ont pas arrêté de plaider l'irresponsabilité, ce n'est plus possible. Et donc il faut une régulation mondiale au plus haut niveau, et ça va dans le bon sens. Ces discussions interviennent alors que la France planche sur une loi qui obligerait les réseaux sociaux à retirer les contenus signalés dans les 24 heures, sous peine d'une forte amende. Paris souhaite promouvoir une telle régulation au niveau européen. C'est une voie qu'il faut absolument prendre et il faut mettre autour d'une table, en tout cas, d'une part, l'ensemble des États pour voir si une législation peut être mise en œuvre dans chacun des pays, mais surtout intervenir auprès de Facebook, de Google, etc., de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes responsables des fichiers qu'ils envoient sur les réseaux sociaux. Facebook a d'ores et déjà durci les règles de son outil de live. Les utilisateurs qui enfreindront les règles de bonne conduite pourront se voir bannir de l'outil immédiatement, sans attendre que leur compte sur le réseau social soit supprimé. Alors que faut-il penser de cet appel de Christchurch? On retourne celle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur LR, Christophe Frassa. Oui, Christophe Frassa, on l'a vu avec cet appel de Christchurch. Comment faire pour mieux lutter contre la propagation de contenus haineux sur Internet? Bonsoir. Déjà, on a vu que les réseaux sociaux majeurs, c'est-à-dire Twitter, Facebook, ont pris des mesures. Mais hélas, on a l'impression qu'on prend des mesures à chaque fois qu'on découvre l'horreur. Je pense qu'il faut être proactif parce que les terroristes, d'une manière générale, eux, sont pleins d'inventivité. Et je pense qu'une des choses positives qu'il y a dans cet appel de Christchurch, c'est de faire prendre conscience, d'une part, au gouvernement et aux réseaux sociaux majeurs comme Facebook, Twitter et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que YouTube aussi, c'est qu'il faut être imaginatif, qu'il faut être proactif et qu'il faut être aussi en amont de cette horreur. Oui, vous avez cité bien notamment Facebook qui effectivement dit prendre des mesures pour restreindre l'accès à Facebook Live à des personnes qui ont enfreint les règles une première fois, mais on le voit déjà, ça ne réglera pas le problème pour les personnes qui enfreignent pour la première fois cette règle. Et par ailleurs, il faut pouvoir imposer ce type de règles à l'ensemble des réseaux sociaux. C'est aussi ça qui manque. C'est ça qui manque, parce qu'on voit bien que ce sommet qui a lieu aujourd'hui à Paris, il y a quand même un pays important qui est absent et qui est juste là avec un observateur, c'est les États-Unis, où il y a quand même, au-delà des actes terroristes, il y a des tueries régulières, parce que ce n'est pas tout, les actes terroristes, ils sont à combattre et nous les combattons régulièrement. Il y a déjà en France un arsenal législatif qui existe à ce sujet, mais aux États-Unis, il y a quand même aussi un amendement à la Constitution qui permet de dire des horreurs
sur les réseaux sociaux et d'en faire aussi. On se rappelle que vous aviez pointé du doigt l'inefficacité de la proposition de loi anti-fake news en tant que rapporteur. Est-ce qu'on risque aussi de se heurter parfois à des solutions qui risquent d'être aussi inefficaces puisqu'on est quand même face au même type de problème toujours à réguler le numérique? Je crois que c'est un des problèmes dans la régulation du numérique, c'est que la technologie va toujours plus vite que le législateur et c'est un des enjeux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Et un des enjeux majeurs de ce genre de sommet, c'est d'avoir une vision d'ensemble et qu'elle soit aussi, j'allais dire, acceptée par tout le monde et que tout le monde veuille aller de l'avant. Oui, effectivement. D'ailleurs, la France planche, elle, de son côté, sur une loi qui obligerait les réseaux sociaux à retirer les contenus signalés dans les 24 heures sous peine d'une forte amende. Mais c'est difficile sans concertation internationale. C'est un problème mondial. C'est d'ailleurs également ce qu'a dit la première ministre néo-zélandaise. Mais on voit bien, là, on touche le cœur du problème. On ne peut pas faire une loi qui est valable dans un pays parce qu'elle ne s'appliquera pas dans le reste du pays. Donc déjà, il faut travailler au niveau européen, pour les 27 États. Après, peut-être que l'Europe pourra être, elle, un moteur qui s'appliquera et qui appliquera sa législation aux autres. On voit que ce n'est pas du tout une mince affaire, Christophe Frassa. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait qu'on puisse y arriver un jour ? Il faut toujours rester optimiste parce que le mal ne doit pas triompher. Mais pour autant, il ne faut pas faire, j'allais dire, de l'imprécation, faire des grandes déclarations. Il faut surtout impliquer et contraindre quelquefois, quand ils ne veulent pas s'impliquer, les acteurs du numérique. Je crois que c'est ça surtout. Merci beaucoup Christophe Frassa d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. La bataille pour la reconstruction de Notre-Dame a commencé au Sénat. Quelques jours après son adoption par les députés, le projet de loi sera examiné en séance à partir du 27 mai. Mais déjà, la rapidité de l'exécutif à vouloir légiférer inquiète les parlementaires. Personne ne voit l'utilité d'aller vite pour un chantier d'une telle envergure, disent-ils. Les explications de Jordan Klein. Une loi d'exception pour rebâtir Notre-Dame, les sénateurs n'en veulent pas. Pour l'instant, le projet de loi qui vient tout juste d'arriver au Sénat prévoit au travers de son article 9 la possibilité de déroger à certaines règles, notamment sur les questions d'urbanisme, de protection de l'environnement ou de préservation du patrimoine lors du chantier. Le gouvernement se justifie par la nécessité de gagner du temps, un argument que la Chambre haute n'entend pas. Aller vite, ça veut dire quoi aller vite? Eh bien, on se pose tout simplement la question de savoir, en réalité, c'est quoi le diagnostic que j'effectue suite à ce désastre, parce qu'il y a des conséquences et on n'a pas encore mesuré tout l'état du bâtiment et les travaux qui devront être engagés. Donc la question de délai, elle est très difficilement appréciable. Outre la commission de la culture, c'est aussi la commission des finances qui examinera ce projet de loi. Aujourd'hui, 800 millions d'euros correspondent à des promesses de dons. Seuls environ 40 millions ont réellement été récoltés. Se pose alors la question de la gestion de ces fonds. La Fondation du patrimoine, la Fondation Notre-Dame, la Fondation de France ont la capacité à gérer en fonction de l'intention des donateurs. C'est-à-dire concrètement, ils sont en contact avec les donateurs, ils peuvent leur demander où doit aller le don exactement, ils ont les mails des personnes, ce que l'État ne saurait pas faire. C'est-à-dire si l'État prend tout l'argent, très concrètement, et ensuite il se pose une question sur l'éventuel surplus, l'État ne sait pas le raffecter. Les fondations le savent, donc ce sera un des enjeux de la loi. Si l'esthétique de la nouvelle flèche n'est pas abordée dans le projet de loi, le sujet devrait tout de même s'inviter dans les débats. À l'Assemblée nationale, des députés ont tenté de rajouter le mot à l'identique à celui de restauration pour éviter une reconstruction trop contemporaine. Et Alain Schmitz, sénateur LR des Yvelines, qui sera rapporteur de ce projet de loi, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Alain Schmitz, bienvenue Bonsoir. à vous. On le voit, le gouvernement veut aller vite avec un projet de loi en procédure accélérée. Est-ce que c'est un péché d'orgueil de la part d'Emmanuel Macron, selon vous? Alors je répondais surtout que c'est antinomique par rapport à un monument historique, et qui plus est un monument qui a 850 ans d'âge. Parce que la précipitation est mauvaise conseillère, mais elle l'est particulièrement dans le domaine des monuments historiques. Donc il faut y aller avec, j'allais dire, presque une main tremblante pour respecter toutes les étapes, c'est-à-dire l'analyse, de rechercher la cause du sinistre, faire un diagnostic, voir ensuite les conséquences véritablement sur l'édifice, et puis ensuite progressivement remonter, reconstituer, restaurer et conserver bien entendu l'édifice tel que les générations nous l'ont transmis. Donc en aucun cas de la précipitation. Mais pour ça, la France a
tous les équipements et les qualifications nécessaires pour le faire et le faire excellemment. D'un autre côté, Alain Schmitz, on voit bien que face à l'émotion suscitée par l'ampleur de l'incendie, il fallait aussi rassurer la population et s'engager vers une reconstruction rapide. Rapide, non. Je retire le qualificatif de rapide. S'engager vers une reconstruction. On est bien d'accord. Et tous les dons qui ont été faits, qui sont colossaux, puisqu'on atteint aujourd'hui près de 880 millions de promesses de dons, dont une trentaine de millions d'ores et déjà actés, si vous voulez, témoignent de cette sidération, de cette tristesse qui s'est abattue non seulement sur les Parisiens, mais sur les Français également, sur le monde entier. Donc tout ça demande du temps. Il était important de faire face à l'afflux de dons. Par exemple, la Fondation du patrimoine a collecté l'équivalent d'une année de fonctionnement de la Fondation du patrimoine en termes de collecte vous en en parlez. une journée. Et on sait qu'il y a cette polémique avec la Fondation du patrimoine qui a annoncé la semaine dernière finalement on a assez, arrêtez de donner, on arrête la collecte. Ça a suscité aussi l'émotion puisque on nous dit encore qu'on ne sait pas combien ça va coûter cette reconstruction. Et des inquiétudes tout à fait légitimes si vous voulez, parce qu'actuellement ne connaissant pas le coût total, global de la restauration, évidemment il faut continuer à collecter. Heureusement, il y a d'autres fondations qui poursuivent cette action de collecte, notamment la Fondation de France, la Fondation du patrimoine ou le Centre des monuments nationaux. Oui, la Fondation du patrimoine qui estimait aussi que finalement, si on avait suffisamment d'argent, le reste pouvait être réaffecté à d'autres bâtiments qui en ont aussi besoin. Alors tout ça, c'est prématuré, parce qu'on ne connaît pas le budget global de reconstitution de ce qui a été détruit. Mais attention, Notre-Dame fait partie de toutes ces cathédrales qui nécessiteront de toute façon, durant les décennies, des travaux en permanence. Et je rappelle qu'il y avait une campagne de restauration qui est à l'origine malheureusement de la survenance du sinistre, qui a engagé 150 millions sur une dizaine d'années pour restaurer la flèche, mais également restaurer les arcs-boutants, restaurer les pinacles de Notre-Dame. Donc tout cela sera nécessaire. C'est pas simplement reconstituant Notre-Dame dans l'état tel que nous l'avions il y a un mois, puisque en quelque sorte mon interview aujourd'hui est une date anniversaire, puisqu'il y a un mois nous vivions cet événement dramatique, mais il va falloir poursuivre de toute façon des travaux de restauration de cet édifice. Ouais, il faut une fiscalité particulière, applicable aux dons, ça aussi. C'est dans le projet de loi, ça entérine le lancement de la souscription nationale. Il fallait une nouvelle loi pour ça, selon vous ? Non, j'ai eu la chance de faire un rapport sur le mécénat il y a à peu près un an et il m'était apparu qu'il n'était absolument pas nécessaire de revoir cette loi sur le mécénat, cette loi Aillagon comme nous l'appelons, qui est une loi que nous envie d'ailleurs l'Europe entière. Nous avions une défiscalisation pour les particuliers de 66%. L'État entend le porter dans le cadre de cette loi d'exception à 75%. Inutile de vous dire que ce n'est pas ce qui va motiver l'afflux considérable de dons de particuliers, sachant que par exemple pour la Fondation du patrimoine, la moyenne de dons est de 101 €. Donc vous voyez, ce sont des dons modestes, mais des dons qui sont affectés à la restauration de Notre-Dame et sans anticiper sur les débats qui auront lieu ici évidemment devant la Haute Assemblée. Et bien entendu, la majorité de ces donateurs souhaitent la restitution à l'identique, c'est-à-dire pouvoir conserver la silhouette telle que nous la connaissons. Justement, puisque ça ne fait pas partie du projet de loi, on sait qu'il y a un concours d'architecture qui a été lancé au niveau international. On a vu lors de la discussion à l'Assemblée nationale, des députés qui en vain ont tenté de faire adopter des amendements pour qu'on puisse avoir ce thème de restauration à l'identique. La bataille s'annonce aussi acharnée dans l'hémicycle du Sénat sur ce point. Il y aura bataille, bien entendu. C'est-à-dire que chacun voudra faire état de ses souhaits. Je pense qu'il est important d'abord de respecter la volonté des donateurs. Ça me semble quelque chose d'essentiel. Peut-être également, et je n'y suis pas par principe hostile, garder la trace de cet incendie. C'est une cicatrice véritablement qui s'est imposée sur l'édifice. Vous savez que Victor Hugo a parlé des rides et des cicatrices que pouvait avoir la cathédrale au moment de la sortie de son ouvrage en 1832. Les rides étaient liées à l'usure du temps. À l'époque, donc c'était 750 ans, mais les cicatrices étaient liées à l'homme. Et il fustigeait justement ces actions humaines, si vous voulez, sur la cathédrale. Donc je ne suis pas hostile au principe de garder une trace de cet incendie, mais il faut surtout garder Notre-Dame telle que nous l'aimons tous. C'est-à-dire il faut que Notre-Dame reste Notre-Dame. C'est mon sentiment. Et puis nous avons surtout les équipes
nécessaire. Vous avez l'architecte en chef des monuments historiques qui travaille avec 3 de ses confrères actuellement pour vérifier la nature des déblais et surtout la nature de l'état, en quelque sorte, de la cathédrale, qui travaille depuis 6 ans dans cette cathédrale. Il la connaît parfaitement. Le service des monuments historiques en France est l'un des meilleurs services, pour ne pas dire le meilleur service des monuments historiques au monde, puisque notre école du patrimoine est également extrêmement recherchée. Donc nous avons tous les outils également en France pour restituer la cathédrale telle que nous l'avons connue et aimée. Oui, avec aussi des interrogations qui concernent l'article 9 de la loi. Ce sont des dérogations à certaines règles d'urbanisme et de protection de l'environnement. On sait que parfois les démarches administratives sont très lourdes dans ce type de reconstruction. Est-ce qu'il faut s'en affranchir? Non. Alors, je suis catégorique en aucun cas, pour de multiples raisons. La première, c'est l'exemplarité de ce chantier. Non seulement nous devons être exemplaires pour nous, Parisiens, Français, mais également nous devons être exemplaires pour le monde entier qui regardera ce chantier avec attention, puisque les rives de Seine et donc Notre-Dame sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il faut que nous soyons inattaquable en matière d'application des règlements, et ces règlements sont nombreux. Il y a le droit de l'urbanisme, le droit du patrimoine, le droit de l'environnement, il y a tout un ensemble de règles qui sont... Vous allez supprimer cet article 9 alors peut-être? Alors, ça nous verrons, ce sera le fruit des débats au sein de la commission d'abord, après l'audition du ministre de la Culture, ce qui se déroulera demain, et puis bien entendu des débats en l'hémicycle, mais c'est une possibilité qui est ouverte en effet. Eh bien, merci à vous, Alain Schmitz, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous. La France maintient pour la 2e année consécutive et pour la première fois depuis plus d'une décennie un déficit public inférieur à 3% en 2018. Celui-ci s'établit désormais à 2,5% du PIB contre 2,8% en 2017. C'est une bonne nouvelle pour l'exécutif le jour de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi d'approbation des comptes, comme l'explique Quentin Calmy. C'est une bonne nouvelle sur laquelle le gouvernement entend bien communiquer. Depuis 2 années consécutives, notre déficit public s'établit en dessous de la barre des 3%, 2,5% en 2018. Présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, le projet de loi de règlement du budget 2018 conforte le gouvernement dans ses prévisions budgétaires. Un budget contrôlé par la Cour des comptes qui relève qu'il a gagné en sincérité, mais où le déficit budgétaire de l'État est toujours en hausse. Il y a une exécution plus sereine du budget 2018 parce que la loi de finances initiale comportait sensiblement moins de sous-budgétisation par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Alors, cela dit, sur le plan des résultats, j'aurai l'occasion de le dire, on constate une augmentation de la dépense publique. Là, vous avez d'un côté une dépense qui continue d'augmenter, de l'autre des recettes qui diminuent compte tenu des réductions d'impôts qui ont été décidées. Ça fait un déficit budgétaire de l'État qui est en hausse. Pour les sénateurs qui ont auditionné Didier Migaud et qui doivent recevoir plusieurs ministres sur ce budget, le poids de la dépense publique est toujours trop important en France. On ne peut pas être satisfait, il n'y a pas vraiment d'assainissement des finances publiques, il y a un peu plus de sincérité, c'est vrai, il y a un peu moins de sous-budgétisation, mais en réalité, derrière, il n'y a pas un vrai assainissement. On a des dépenses publiques qui continuent d'augmenter, peut-être un petit peu moins vite qu'avant, mais elles augmentent. Une équation budgétaire qui pourrait être encore plus difficile à résoudre dans les mois prochains, avec les dernières annonces de la sortie de la crise des Gilets jaunes. À quelques jours des élections européennes, que faire des eurodéputés britanniques qui seront élus? Dans l'attente du vote sur le Brexit, il faut adapter la législation et envisager plusieurs scénarios. Un projet de loi sera examiné demain au Sénat pour permettre une redistribution de leurs sièges après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Explication Jonathan Dupriez. Le 26 mai, les Français éliront 79 eurodéputés. Seulement, 74 siégeront effectivement au Parlement européen, laissant 5 élus de côté. Cette situation insolite s'explique par l'absence de Brexit. Les États membres tablaient sur un départ du Royaume-Uni le 31 mars dernier. Ils prévoyaient de se répartir les sièges britanniques. S'ils se retirent à un moment ou à un autre, on réattribuera les 5 sièges qui ne l'auront pas été. On tiendra compte du résultat de l'élection en France le 26 et on réattribuera les 5 sièges qui resteront. Le vote se fera donc sur l'ancien système. Le Royaume-Uni comptera 74 eurodéputés, tous affectés à des groupes parlementaires et commissions à Bruxelles, jusqu'au Brexit, laissant craindre une déstabilisation des équilibres politiques. Et qui vont peser, ça fait 10% de la somme du Parlement, ils vont peser dans la répartition des groupes. Et notamment, il va y avoir sans doute, malheureusement, un paquet d'extrémistes anti-européens qui ne siégeront que quelques mois, mais qui viendront un peu artificiellement gonfler
le paquet, si vous voulez, de parlementaires qui ne sont que dans le refus et qui d'ailleurs participent très peu au débat. De son côté, Londres espère faire ratifier l'accord sur le Brexit la semaine du 3 juin. Mais si le gouvernement n'y parvient pas et que le Parlement britannique décide de revenir sur le Brexit, 5 élus français n'exerceront jamais leur mandat. On restera dans ce cas-là avec l'ancienne configuration, sauf s'il y a une discussion entre les États. Mais je crois que l'hypothèse la plus probable, effectivement, si le Brexit n'a pas lieu, c'est que ces députés ne siègent jamais. Pour encadrer le statut de ces élus, le projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen sera examiné en séance demain au Sénat. Voilà, et avant de commencer ce débat en plateau, on retourne salle des conférences avec Tam Tramy. Vous êtes à côté de Ronan Le Gleut, sénateur LR, qui représente les Français de l'étranger. Oui, Ronan Le Gleut, nous le voyons, la France se prépare donc à élire 5 parlementaires européens français qui ne siégeront qu'en cas de Brexit, qui sont en quelque sorte sur une liste d'attente. Tout cela illustre la situation kafkaïenne dans laquelle nous plonge le Brexit. Oui, absolument. Il s'agit d'une situation absurde d'un pays qui a choisi démocratiquement de quitter l'Union européenne et qui va élire des députés britanniques au Parlement européen qui joueront un rôle, probablement en tout cas pour les députés élus du Brexit Party, du parti du Brexit, qui joueront un rôle vraisemblablement d'obstruction. Si l'on nous avait dit cela il y a quelques mois, est-ce que vous y auriez cru? Tout le monde disait c'est impossible justement parce qu'il y a cette échéance du 26 mai, le Brexit il sera forcément intervenu auparavant. Absolument, c'est une situation invraisemblable, incompréhensible et qui va certainement pénaliser le fonctionnement du Parlement européen puisque ces députés britanniques... Ça va impacter effectivement les équilibres politiques au sein du Parlement européen. Absolument, aussi bien le rôle des groupes politiques avec des alliances avec les populistes, d'autres populistes européens qui eux aussi veulent affaiblir la construction de l'Union européenne et puis également dans la présidence des commissions. Alors qu'est-ce qui serait souhaitable aujourd'hui? Beaucoup voudraient un Brexit qui intervienne le 3 juin pour que la première plénière du 2 juillet ait lieu sans les parlementaires européens britanniques. Mais tout cela paraît très compliqué. On voit bien, au niveau britannique, personne n'est encore d'accord sur la façon dont il faut faire ce Brexit. Oui, le Brexit aurait dû intervenir avant les élections européennes. Et vraisemblablement, on se dirige plutôt vers cette date butoir du 31 octobre 2019. Et donc, il est assez difficile de croire que cela intervienne effectivement avant la mise en œuvre de ce nouveau Parlement européen. Mais comment même espérer que ça aura vraiment lieu le 31 octobre? On voit que les rendez-vous se suivent et se ressemblent et que cet accord de Brexit, personne n'est toujours d'accord là-dessus au Royaume-Uni. C'est vrai, évidemment, ce qui se profile, c'est ce que l'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire un Brexit sans accord. Il ne faut pas le souhaiter. Je pense notamment aux plus de 150 000 Français qui vivent au Royaume-Uni et pour qui cela va avoir un impact sur leur retraite, la reconnaissance des diplômes, leur système de santé. Et donc, il nous faut un accord pour d'innombrables raisons, notamment pour des raisons économiques, puisque la France a un excédent commercial excédentaire avec le Royaume-Uni. Il faut absolument que nous y pensions et que la France pense à défendre ses intérêts. On le voit, c'est très difficile de préparer une telle première, ce Brexit sans accord. À quoi faut-il se préparer pour vous aujourd'hui ? Alors, il faut absolument travailler dans un état d'esprit constructif, puisque le Royaume-Uni, même s'il quitte l'Union européenne, restera dans le continent européen. Et je le dis parce que je pense notamment aux problématiques de sécurité et de défense. Il existe en Europe, vous êtes spécialiste. Je vous remercie. Il existe en Europe 2 pays qui ont 2 caractéristiques de sécurité et de défense fondamentales. Un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la France et le Royaume-Uni, et l'arme nucléaire, la France et le Royaume-Uni. Ce sont les 2 seuls pays d'Europe. Eh bien, merci beaucoup, Ronan Le Gleut, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Et on ouvre justement le débat sur les conséquences du Brexit sur le scrutin européen avec mes invités sur ce plateau. Jean-Yves Lecomte, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Ménat est également avec nous. Bonsoir. Diplomate, ancien directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, conseiller Europe de Jacques Chirac à l'Élysée et auteur de France cherche Europe désespérément aux éditions Pepper. Sur ce plateau également, Jean Bizet, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la commission
commission des affaires européennes ici au Sénat, sénateur Bonsoir. LR de la Manche, et puis André Gattolin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. On voit que ce texte, pour des députés européens réservistes, même si je n'aime pas vraiment ce mot, a suscité beaucoup de débats à l'Assemblée nationale. On a entendu des termes comme c'est absurde, on nage en absurdie, et pourtant c'est nécessaire, Jean Bizet. On sait que le Sénat en est saisi dès demain. On n'a pas d'autre solution, c'est la règle. À partir du moment où, le jour des élections, l'Angleterre fait encore partie des 28 États membres, elle doit envoyer à Bruxelles ses 74 députés. Ça, c'est rationnel. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qui se passe depuis le 23 juin 2016. Ça, il y a quand même des conséquences, on le disait, sur les équilibres politiques à venir, peut-être au Parlement européen, André Gattolin, avec oui, cette vraisemblablement, puisqu'on aura une première session du Parlement européen le 2 juillet, le 2 juillet, et on en aura une seconde dans le courant juillet. On va désigner le président du Parlement européen, mais aussi le bureau, c'est-à-dire les 15 vice-présidents et les questeurs, et ça se fera avec la présence des députés, des eurodéputés britanniques. Alors, on a une difficulté par ailleurs qui est l'agenda institutionnel global, puisque on se retrouve face à une situation assez exceptionnelle où on a pratiquement tous les grands postes en jeu qui sont renouvelables en même temps. La présidence de la BCE, la présidence du Conseil européen, le Parlement européen, la présidence de la Commission et le secrétariat général du service d'action extérieure des affaires européennes, qui pose un problème, ce qui veut dire qu'il faut trouver, d'une part, un équilibre politique en fonction des résultats électoraux qui seront issus du Parlement européen, un équilibre entre petits et grands pays, et un équilibre entre Est et Ouest. Et, si possible, quelque chose du plus proche de la parité hommes-femmes. Donc les enjeux sont considérables. C'est pour ça que M. Donald Tusk a convoqué un Conseil européen le 20 juin, parce que son idée, c'est de dire je veux proposer à la suite des élections, quel que soit le point de vue des eurodéputés britanniques, un package global qui sera entériné pour ne pas être remis en cause. Mais l'élection du Parlement européen, si les Britanniques décident d'y participer, ils pèseront dans ce choix. Bien sûr. C'est un véritable casse-tête, Jean-Yves Lecomte, une situation quasi ubuesque. Quels enseignements faut-il en tirer ? Déjà, il n'y a pas de raison de... Je ne crois pas qu'il faille stresser. C'est, pour le moment, la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne. Il y a eu un référendum. Bon, ils ne sont pas d'accord sur la manière de sortir. De toute façon, ils sont les maîtres des horloges. Ils peuvent venir nous demander de reporter encore une fois l'accord, mais de toute façon, si à la fin on n'est pas d'accord, ils peuvent retirer leur article 50 et rester. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça. Faisons comme ils sont dans l'Union européenne et on continue. Et puis, je crois qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Et moi, je suis depuis 2 ans plutôt surpris par la manière dont finalement sont les principales victimes de tout ça, c'est les citoyens européens. C'est les citoyens européens les Britanniques qui se sentent citoyens européens qui vont perdre cette citoyenneté. Ce sont les Britanniques qui sont en Europe et qui ne savent pas exactement comment ils vont pouvoir continuer à rester en Europe au-delà des périodes de transition et de ce qui est dans les ordonnances qu'on a prévues en cas de Brexit dur. Et même la manière dont on négocie aujourd'hui avec la Grande-Bretagne, plutôt que de dire à la Grande-Bretagne, écoutez, vous avez un Parlement qui ne sait pas comment mettre en œuvre le référendum, de redemander au peuple. Redemander au peuple. Eh bien, même pas. Finalement, c'est une négociation qui est confisquée, alors qu'elle concerne profondément les Européens et les citoyens européens, qui est confisquée entre les chefs d'État et de gouvernement, et je dirais c'est pas normal. Mais ceci étant, sur le fond, tant qu'ils sont dans l'Union européenne, ils sont dans l'Union européenne, les institutions doivent fonctionner avec eux, et c'est la meilleure manière, de toute façon, comme le disait Ronan Le Gleut tout à l'heure, à partir du moment où on a besoin de continuer à travailler avec la Grande-Bretagne, dedans ou dehors, eh bien, il n'y a pas de raison de s'énerver sur le sujet. Ils sont dedans, continuons. Alors, Pierre Ménard, et ensuite je vous redonnerai la parole. Jean Bizet, quand même, je le disais, c'est une situation assez paradoxale, justement, d'avoir à voter pour des gens qui, finalement, s'en iront après. Et c'est les suivants de liste en France qui feront leur entrée au Parlement européen. Oui, c'est lié, comme cela a été dit, c'est lié à des question de politique intérieure britannique, en réalité. Parce que Mme May n'a pas eu de majorité ni pour faire approuver l'accord de retrait, donc, qui a été conclu entre M. Barnier et le gouvernement britannique, qu'elle avait approuvé,
Et par ailleurs, le Parlement, l'autre instruction que lui a donnée le Parlement britannique, c'est qu'il n'y ait pas absence d'accord, qu'il n'y ait pas le no deal. C'est pourquoi le gouvernement britannique a demandé une extension, et c'est pourquoi, dans le cadre de cette extension, pour pouvoir, comme l'a dit Jean-Yves Lecomte, pour pouvoir être membre, il fallait qu'il élise, donc le 23 mai, mais là c'est sûr maintenant que ça va avoir lieu, cette élection, il n'y a pas de doute, des parlementaires européens. Alors c'est un peu bizarre, effectivement, donc ça a des conséquences pour les autres pays qui voient leur nombre diminuer, mais cela dit, il y aura une réserve, effectivement. Pour les Français, il y aura 5 parlementaires qui prendront leurs fonctions lors du Brexit. Alors le problème, c'est que, comme l'a dit également, comme l'ont dit différents intervenants, le problème, c'est que nous avons jusqu'au 31 octobre. Et ensuite, ce sont les chefs d'État, je dirais, à l'unanimité. Hein, donc, c'est aux chefs d'État qu'il appartiendra de se décider, mais rien ne dit qu'ils vont donner une autre prolongation. Parce qu'il y a un moment où il faut se décider. Donc on ne peut pas continuer parce qu'après... Là, ils peuvent retirer l'article... Oui. Alors, Jean Bizet, pardon. Oui, vous souhaitiez intervenir. Oui. Personnellement, je reviens de Londres et de Édimbourg avec le président Cambon au sein du groupe de suivi Brexit que le président du Sénat nous a demandé de suivre avec un peu plus d'attention. J'avoue que je ne suis pas du tout sûr que le 31 octobre soit la date de sortie du peuple, enfin de la Grande-Bretagne. Ils ont commencé, on a rencontré un certain nombre de ministres et de membres du Parlement. Ils ont commencé à nous demander si précisément l'Union européenne accorderait à nouveau une prolongation. Mais c'est pas ça. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans la posture de révoquer l'article 50 temporairement, j'ajoute bien temporairement, pour ne pas avoir, si je puis dire, à déjuger le peuple britannique au travers du référendum du 26. Donc, si vous voulez, tout cela, quel que soit le regard que l'on peut porter sur, je dirais, le quotidien de la Grande-Bretagne, il y a malgré tout, c'est un peu provocateur, une certaine rationalité. C'est-à-dire que les Anglais sont maîtres des horloges, ils ne veulent surtout pas sortir sans rien. Ils s'aperçoivent que la sortie va coûter très cher. Ils sont malgré tout pas insensibles à ce que disent le CBI, c'est-à-dire le MEDEF anglais. Et tout compte fait, ils prennent du temps. C'est anecdotique pour eux, cette question des eurodéputés, des sièges que vous ont... Pas anecdotique, pas anecdotique, mais ça fait partie de la rationalité de l'ensemble de la démarche. Et je trouve les parlementaires britanniques peut-être un peu moins légers que je les avais imaginés il y a encore quelques temps. Alors Jean-Yves Lecomte et André Gattolin. Oui, déjà une chose, on n'a pas moins de sièges. On avait redistribué une partie des 73 sièges de la Grande-Bretagne. Anticipé effectivement le Brexit. En redistribuant 27 et en conservant quelques sièges qui étaient auparavant des sièges britanniques pour les éventuels futurs élargissements. Donc il n'y a en aucun cas une baisse de la représentation de la France ou de l'Espagne en particulier, qui étaient les deux pays qui bénéficiaient le plus finalement de cette redistribution compte tenu de notre démographie. Mais la deuxième chose, c'est que moi je constate, j'ai des échos en particulier en Écosse, de la mobilisation des Écossais pour faire voter les ressortissants communautaires pour ces élections, de manière à faire en sorte que ce vote, ces élections européennes, soient réellement transformées en référendum pour l'Union européenne et pour le Remain. Maintenant, on verra si ça passe. Et en tout cas, on connaît la mobilisation des Écossais pour rester dans l'Union européenne, mais je crois qu'on ne pourra pas non plus rester indifférent à la manière dont s'exprimeront les Britanniques lors de cette consultation. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité d'une révocation temporaire. Soit on révoque l'article 50, soit... C'est eux qui ajoutent le mot temporaire, bien sûr. C'est eux qui ajoutent le mot. Ça ne tient pas un instant juridiquement. Ils peuvent, et je ne crois même pas qu'ils révoqueront l'article 50. Je crois que le rapport de force, tel qu'il apparaît dans les sondages d'opinion actuellement, est pratiquement, quand on recoupe les familles par grands groupes, le même qu'en 2014, qui avait été le succès de UKIP. Maintenant, c'est le succès du Brexit Party, mais c'est toujours Nigel Farage qui est derrière ça. Et parce qu'il est en tête, il faut rappeler sur ce exactement les mêmes choses. Donc, on sait qu'il n'y aura pas d'élections anticipées britanniques parce que c'est la mort du Parti conservateur cette fois-ci. On sait qu'il y aura vraisemblablement
je ne vais pas dire un putsch, mais un changement de Premier ministre. Et M. Boris Johnson travaille ardemment à prendre la tête du gouvernement et des négociations durant l'été. Du côté des institutions européennes, on est relativement stable, parce que moi, je fais le pari que si les choses ne sont pas réglées après le nouveau vote sur les conditions de sortie qui est demandé par Theresa May devant son Parlement début juin, eh bien, nous aurons une prolongation de la commission actuelle. J'en fais le pari. Qu'est-ce calendrier 3 exactement juin, la 2 tendance juillet, actuelle. ça paraît difficilement tenable, Pierre Ménard. Oui, 3 éléments. D'abord, il faut savoir le régime britannique est un régime parlementaire. Donc, Madame May, le gouvernement, même s'il y a, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de parlementaires, beaucoup de Britanniques et une majorité d'Écossais qui aimeraient bien qu'on revote ou qu'on révoque l'article 50. Mais pour cela, il faut une majorité et il y a déjà eu. Parce qu'en fait, pour révoquer l'article 50, à mon avis, c'est très difficile de le faire sans référendum. Et pour faire un référendum, c'est la loi. Deuxièmement, y aura-t-il extension au-delà du 31 octobre? C'est quand même, je rappelle, l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est là, d'ailleurs, l'article 50 qui le prévoit, c'est l'unanimité. Bon. Je sais que du côté français, on n'est pas très chaud pour... déjà, on n'était pas très chaud pour ce report. Et on n'est pas très chaud pour un nouveau report, tout simplement parce que les choses commencent à devenir compliquées. Alors effectivement, on peut peut-être prolonger la commission, on peut retarder les débats sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Je rappelle que les chefs d'État ont dit qu'ils se mettraient d'accord en octobre, donc avec les Anglais. Le précédent cadre, on avait prolongé, on était à l'extrême limite pour 2014-2020. C'est à partir du budget de 2021. Absolument. Donc, mais enfin, il faut que la décision ensuite soit approuvée par les parlements nationaux. Donc, il faut quand même, je ne dis pas qu'il y a extrême urgence, mais c'est quand même assez urgent. Donc, on ne pourra pas toujours reporter, je pense. Absolument. La décision appartiendra aux Britanniques. Il y a un point mentionné par mon voisin qui est important. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. En fait, il faut savoir une chose, c'est que Mme May souhaiterait, d'ailleurs elle a dit que de toute façon, après l'approbation, si approbation de l'accord il y a, elle s'en irait. Elle a dû mettre sa démission, mais après l'accord. Mais il faut savoir que pour ce qui est des élections, avant, la dissolution était automatique. Si le Premier ministre décidait la dissolution, on la demandait à la reine, elle est automatique. Maintenant, il y a des conditions très strictes depuis 2011. Soit il faut une majorité des 2/3, donc y compris les conservateurs naturellement, soit il faut que le Parlement renverse le gouvernement et nomme un nouveau gouvernement. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous, les conservateurs n'ont pas intérêt à avoir des élections. Et d'ailleurs, en revanche, moi je pense que les élections du 23 mai, vous disiez en Écosse, on pousse... On va avoir un vote pro-européen. Moi, je crains que M. Farage, dans l'ensemble du Royaume-Uni, ait un bon résultat. Encore une fois, il est crédité de 37% des intentions de vote. Et que les conservateurs, eux, vont avoir pas un très bon résultat. Et les travaillistes, à vrai dire, pas forcément non plus. Jean Bizet, ensuite Jérémy Lecomte. Plus le temps passe, plus la problématique de la sortie, je dirais, interfère également avec... l'autre question, qui est, à mon avis, fondamentale, c'est-à-dire la refondation de l'Union. Et on l'a bien vu au travers des différents entretiens que nous avons pu avoir la semaine passée, c'est que les Britanniques, et ça rejoint les commentaires que faisait effectivement notre collègue en salle des conférences tout à l'heure, M. Legleux, nous disent, quelle place nous réserverez-vous demain ? Et il est vrai que dans un certain nombre de domaines, en matière de finances, en matière de recherche, en matière, je dirais, de renseignement, en matière de défense, en matière d'énergie, c'est un pays, si vous voulez, avec lequel l'Union européenne à 27 devra avoir des rapports extrêmement étroits. Et quand on lance un sujet, si je puis dire, qui est un petit peu délicat, qui est celui d'une Europe à cercle concentrique ou à plusieurs vitesses, j'ai le sentiment qu'il s'y sentirait pas trop mal, si je puis dire, dans ce deuxième cercle. Parce qu'ils seront toujours dans un environnement européen. Moi, je pense que les institutions, on peut les critiquer, mais elles sont quand même le gage d'une grande stabilité de ce continent. Et je pense que si on fait quelques efforts les uns et les autres, au travers de ce qu'on appelle le paquetos, c'est-à-dire ce que le président David Cameron avait négocié près des 27 capitales,
je pense qu'on trouvera un nouvel équilibre, mais il me tarde, entre guillemets, je pense que nous sommes tous des Européens autour de cette table, que l'on commence à parler du jour d'après. Parce que dans un environnement, je dirais, aussi conflictuel, il est extrêmement important de redonner à l'Europe toute sa place. Oui, Jean-Yves Lecomte. De toute façon, moi je disais, il faut continuer sa route. Je pense que d'ailleurs, nous avons un désaccord avec Jean Bizet sur l'Europe à plusieurs vitesses. Moi, je suis convaincu que l'Europe à plusieurs vitesses ne peut pas être un objectif. Si l'Europe a plusieurs vitesses, c'est une constatation. Mais l'objectif, c'est l'unification de l'Europe et sa démocratisation. Il y a des réalités. Oui, mais les réalités, plusieurs vitesses, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et donc, chacun peut passer. Mais déjà, quand on parle de ça, on divise une partie des 25, des 27 ou des 28. De fait, et donc, en fait, je crois que c'est... La deuxième chose, c'est que tant que la Grande-Bretagne n'aura pas elle-même décidé si elle restait ou pas, de toute façon, elle est considérée aujourd'hui comme partante et n'a effectivement pas sa place. C'est-à-dire, c'est pas que je ne veux pas lui donner ou qu'on ne veut pas lui donner, mais c'est qu'elle n'est pas en mesure de débattre de l'avenir de l'Union, puisqu'elle débat de la manière dont elle va sortir de l'Union. Et pendant ce temps-là, les Européens, ils peuvent continuer à parler de l'avenir de l'Union. Ils continuent à parler de l'avenir de l'Union. Évidemment, parler à la fois du Brexit et de l'avenir de l'Union, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il faut être capable quand même de faire deux choses à la fois. Et de ce point de vue-là, continuons à travailler, continuons à travailler sur l'avenir de l'Union. C'est effectivement, à mon sens, l'intérêt du Royaume-Uni que de savoir si elle doit être dedans ou dehors. Ils savent à quelles conditions ils peuvent être dedans, à quelles conditions ils peuvent être dehors. Mais tant qu'ils ne se sont pas déterminés, ils n'ont malheureusement pas pour eux la capacité de vraiment peser sur l'avenir de l'Europe. Et on doit continuer à 27 à pouvoir travailler sur ce sujet. Je crois qu'ils pèsent et qu'ils vont continuer à peser. Ils veulent sortir, mais ils sont en train de négocier tant d'éléments pour rester momentanément. Oui, il ne faut pas non plus que cette question du Brexit nous divise entre Européens. Non, on a bien senti l'exaspération qu'engendrait la position du président de la République par rapport à nombre de ses partenaires, et je crois que ce n'est pas bon. Il y a une explosion en ce moment à Londres et en Grande-Bretagne de groupes de travail, et avec des travaux qui montrent que la Grande-Bretagne est encore en Europe. Déjà, les membres du Conseil de l'Europe, à un moment où le Conseil d'Europe est en crise avec la question de la sortie de la Russie, ils sont extrêmement actif. Moi, je suis membre de l'Assemblée parlementaire à Strasbourg. Je peux vous dire, le poids des Britanniques est considérable et nous en avons besoin comme alliés sur l'état de droit et la démocratie. Et enfin, c'est les champions du lobby public, et on va voir combien ils vont être actifs, même sortis sur nos représentants nationaux européens et nos entreprises. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Il y aura donc ce projet de loi, ce texte débattu demain en séance. On va parler à présent de la loi Blanquer, puisque vous savez, son examen se poursuit dans l'hémicycle. On retrouve d'ailleurs Alexandre Poussard. Il a beaucoup été question de neutralité religieuse. De quoi s'agit-il, Alexandre ? Oui, Delphine, actuellement, la droite du Sénat défend un amendement pour instaurer dans la loi la neutralité religieuse dans les sorties scolaires, notamment pour les parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants dans ces sorties. Écoutez la sénatrice Les Républicains, Jacqueline Eustache-Brinio, qui défend cet amendement. La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors de ces sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Monsieur le ministre, vous avez vous-même rappelé, fin 2017, ce principe et indiqué que vous considériez que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires. Et effectivement, le ministre Jean-Michel Blanquer s'était dit à l'époque contre des mères voilées dans des sorties scolaires. Il devrait donc être logiquement favorable à cette mesure, mais en réalité, non, il y est défavorable. Écoutez sa justification. J'ai même, à l'occasion d'une réponse à une question orale dans cet hémicycle, dit que je recommandais aux directeurs d'école, dans le cadre juridique actuel, lorsqu'ils en avaient la possibilité, d'éviter que les parents puissent porter des signes religieux ostentatoires. Ceci ne doit pas aller, à mon sens, jusqu'à une interdiction légale. Cela, d'abord, contreviendrait à ce que le Conseil d'État nous a dit dans son avis récent sur cette question. Et par ailleurs,
cela nous poserait toute une série de problèmes pratiques qui pourraient aller à l'encontre d'ailleurs du développement des sorties scolaires qui elles-mêmes vont dans le sens de l'épanouissement des élèves. Et le débat sur cette mesure continue actuellement. Cet amendement a des chances d'être voté, car il a été signé par quasiment toute la droite du Sénat. Mais le vote va reposer sur le groupe centriste du Sénat qui paraît divisé sur cette neutralité religieuse. Il va y avoir un scrutin public de chaque groupe politique venant voter à la tribune sur cette mesure. Merci beaucoup Alexandre. Et pour connaître le résultat du vote du Sénat, je vous incite à aller voir notre site internet publicsénat.fr. Toute la rédaction web est mobilisée pour vous faire vivre cette loi Blanquer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 14h pour les questions d'actualité au gouvernement.